Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. Après une longue absence, je suis de retour après pas mal de boulot puis des congés. Et je voulais justement en profiter pour parler de ce que j'ai vu pendant mes congés. J'ai passé un peu de temps en Californie. Et une chose qui m'a marqué là-bas, c'est que j'ai vu vraiment beaucoup de Tesla. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que la Californie c'était un peu la maison de Tesla. Donc je savais qu'il y en aurait. Et je savais pas jusqu'à quel point. Là typiquement à Los Angeles, ce que je voyais, c'est que tous les, on va dire, 3 à 5 minutes, je voyais passer des Tesla. Et mon impression, c'est que le marché, il est loin d'être saturé. C'est une question qui remonte souvent à propos de Tesla. Ça y est, tous les gens qui voulaient acheter des Tesla, ils les ont achetés. Il y a des Tesla dans tous les sens en Californie et il n'y a plus rien à vendre. Des gens qui véhiculent cette idée-là. Et j'ai pu me faire mon opinion. Ce que j'ai vu, c'est que aux États-Unis et en Californie, il reste beaucoup de pick-up, des voitures énormes, des Dodge, des Ford, des F-150, il y a ça partout. Très régulièrement, j'ai vu des gens qui se baladaient dans ce genre de grosses voitures qui doivent polluer un maximum, avec aucun chargement à l'arrière. Il y a beaucoup d'entreprises qui les utilisent comme des utilitaires. Il y a des particuliers qui les utilisent, peut-être des agriculteurs qui l'utilisent. C'est très utilisé. On en voit partout. Et on voit même que les gens, après le travail, l'utilisent pour aller au restaurant, par exemple, 2 personnes iront au restaurant avec un gros pick-up comme ça et rien dans le coffre. Ça m'a un petit peu étonné. Je pensais pas que c'était comme ça qu'ils les utilisaient. Je pensais que ce genre de véhicule, ils l'utilisaient quand il y en avait besoin pour travailler et que quand il n'y en avait pas besoin, ils les laissaient à la maison et qu'ils allaient en sortie avec des véhicules un peu plus agréables. Mais c'est pas le cas. Je me demande vraiment qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette passion pour ces gros véhicules. J'ai peut-être une raison en tête. Bon, après, je me suis pas baladé dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, donc je sais pas si la raison que j'ai en tête est vraiment valable. Mais je me dis que la Californie a des problèmes niveau séisme, qu'ils attendent ce qu'ils appellent le Big One, donc le gros séisme, qui leur causera beaucoup de problèmes. Et est-ce qu'ils veulent tous s'être équipés en ayant des gros 4x4 et des gros pick-up pour être prêts à partir le jour J s'il y a besoin? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais bref, en tout cas, ils ont tous ces grosses voitures-là. Et de l'autre côté, on trouve aussi beaucoup de véhicules hybrides, des Kia, des Toyota, des Hyundai. Ils ont beaucoup de ces véhicules-là. On voit beaucoup de véhicules japonais et coréens là-bas. Et finalement, même si en tout début de vidéo, je vous dis que je voyais des Tesla toutes les 3 à 5 minutes, finalement, on a l'impression que le marché il est loin d'être saturé. En revanche, de ce que j'ai vu, les Tesla dominent largement le marché de l'électrique là-bas. Même des Nissan Leaf qui sont beaucoup moins chers, on n'en voit pas tant que ça. J'ai vu plusieurs Nissan Leaf première génération. J'ai vu peut-être une seule Nissan Leaf 40 kWh pendant mon séjour. Et j'ai vu quelques BMW i3, j'ai dû voir une Chevrolet Volt, mais ça doit être à peu près ce que j'ai pu voir en véhicule électrique. J'ai pas vu la Kia Niro en version électrique, j'étais étonné de ne pas l'avoir vue. En revanche, oui, j'ai vu la e-Pace, j'en ai vu une seule. Donc voilà, et encore une fois, beaucoup de Tesla, dont une majorité de Tesla Model 3 et très régulièrement des modèles S et X. Une chose que j'ai vue, c'est que là-bas, on trouve beaucoup de points de recharge. Dans, on va dire, la moitié des hôtels dans lesquels on a été, il y avait des points de recharge pour voitures électriques où on avait directement le câble qui était attaché à la borne de recharge et donc on n'avait plus qu'à le mettre à la voiture. Alors, sauf que nous, on n'avait pas de voiture électrique, mais je vois que si on en avait eu une, on aurait pu l'utiliser sans trop de pépins.
et ça aurait peut-être même été jouable avec une voiture de type Kia e-Niro qui accède pas au réseau superchargeur, mais qui a une autonomie suffisante et une capacité de chargement, je veux dire en termes de bagages, suffisante pour faire les trajets qu'on a eu à faire. Et l'autre endroit où on a vu des stations de charge, c'est sur les parkings de supermarchés. On en a vu notamment un Walmart, c'était à côté de Los Angeles, où au lieu d'avoir, comme on a en France, une ou deux bornes maximum, on avait une station qui était du réseau Electrify America, si je me rappelle bien, et on avait, je sais pas moi, une bonne dizaine de spots de charge, dont quelques-uns qui étaient à, je sais pas si c'était 250 ou 350 kilowatts, donc quelque chose qui envoie vraiment beaucoup de puissance. Et ça, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Nous, on a, grâce à Nissan, des bornes de recharge sur pas mal de magasins Auchan, par exemple. Et il y a d'autres magasins, d'autres centres commerciaux qui ont mis des bornes de recharge. Mais en revanche, en dehors du réseau Nissan, c'est rarement de la recharge rapide. Souvent, c'est de la recharge, on va dire, 11 ou 22 kW, voire moins si on n'a pas de recharge en triphasé. Encore que Tesla, dans certains cas, ils mettent leur superchargeur sur les parkings de centres commerciaux, mais bon, je mets Tesla un petit peu à part. Mais voilà, ça reste encore un peu limité en France. Et quand j'ai vu ça, ça m'a impressionné. Et surtout, j'ai vu qu'ils avaient pigé le truc parce qu'en mettant des spots de recharge hyper rapides dans les supermarchés, bah, ça montrait qu'ils ont compris. Quand on va au supermarché, a priori, on y va pour aller une demi-heure, une heure. On peut éventuellement arriver après avoir fait beaucoup de routes, surtout aux États-Unis, parce qu'on fait toujours beaucoup de routes là-bas. Et donc ça a du sens de s'arrêter pendant, on va dire, 45 minutes, une heure, et de repartir avec un niveau de charge confortable. Alors que si jamais ils avaient mis dans ces supermarchés-là des solutions de charge, on va dire à accéléré juste à 11 kW ou 22 kW, en une heure, on n'aurait clairement pas le temps de recharger suffisamment. Donc c'était déjà très intelligent. Le fait qu'il soit à 250 ou 350, je me rappelle plus, c'est super intéressant. En gros, c'est l'équivalent des bornes Unity qui sont sur des parkings de supermarchés. Donc ça, vraiment top. Et par opposition à ce que je vous disais juste avant, au niveau des hôtels, où là on va retrouver des bornes qui sont plus du 11 ou 20 kW ou cet ordre-là. Et ça, c'est largement suffisant quand on est dans un hôtel, parce que à travers la nuit, on aura de quoi recharger la plupart des véhicules juste avec ce niveau de puissance. Donc voilà, tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me dis que y a sûrement des acteurs là-bas qui ont compris comment ça fonctionnait et comment il fallait faire pour que la voiture électrique soit pas qu'une contrainte. Autre chose que j'ai vu en étant là-bas, c'était le réseau de supercharge Tesla et notamment les superchargeurs V3 à 250 kW. Donc j'ai pu en visiter un, celui qui est au niveau du quartier général de SpaceX. Et j'ai pu voir la différence entre cette version-là et la version qu'on a aujourd'hui. Alors il se trouve que chez eux, ils n'ont pas les mêmes connecteurs que chez nous, donc ça ne ressemble pas exactement. Et puis nous maintenant on a deux connecteurs, un connecteur pour les modèles 3 et un autre pour les modèles S et X, alors que chez eux, ils n'ont qu'un seul connecteur qui est utilisé par toute leur Tesla. Mais je l'ai pris en main, j'ai vu la différence, j'ai vu que le câble était plus fin, le câble de la V3, alors qu'il délivre plus de puissance. Donc c'est top et je suis impatient de le voir ici en Europe, en France. Et l'autre commentaire que je me suis fait à travers mon voyage là-bas, je vous l'ai dit, j'avais pas de véhicule électrique, donc a fortiori pas de Tesla, j'étais dans un Range Rover Discovery Sport si je me rappelle bien. On l'avait pris on avait juste demandé un SUV pour avoir suffisamment de place parce qu'on avait pas mal de choses à charger avec nous. Mais voilà, on n'avait pas forcément besoin de faire franchissement. Et je pense que ce Range Rover Discovery est peut-être bien si on a du franchissement à faire, si on sort des sentiers battus.
mais clairement pour le type de voyage, de parcours qu'on avait à faire, je trouve que c'était pas adapté, notamment quand on va dans Yosemite. Yosemite, c'est un grand parc national, ça monte, ça descend, c'est des routes un peu étroites, c'est escarpé. Et dans le Discovery, on s'amuse pas du tout, on a l'impression que ça bouge et que quelque part, si on prend un virage un peu trop vite, un peu trop sec, que ça va se renverser. Et à ce moment-là, pendant tout le trajet, je me suis dit, mais si j'étais dans ma Model 3, j'aurais eu une tenue de route super, j'aurais pu me faire plaisir, tout en roulant à des vitesses parfaitement raisonnables. Ça aurait été vraiment top. Et en dehors de ça, sur l'ensemble des routes que j'ai croisées aux États-Unis, je me suis dit que c'est vraiment des routes faites pour les Tesla. On a un marquage au sol qui est vraiment bien fait, des routes qui sont relativement larges, une bonne signalisation. Je pense que c'est ce qu'il faut pour l'autopilote. Et en plus, on a beaucoup de congestion, beaucoup d'embouteillage quand on est sur Los Angeles. Et l'autopilote, pour ça, c'est juste génial. Et je pense que même la navigation autopilote là-bas doit être encore en plus, parce que naviguer entre leurs voies c'est tellement compliqué. À certains moments on était sur des routes où il y avait du 2 x 8 voies, enfin c'était énorme, et chaque voie peut éventuellement mener vers un embranchement bien précis, une sortie bien précise. Donc si la Tesla est capable de faire ça pour vous, en tant que touriste, c'est royal, parce que sinon on est obligé toujours de regarder les panneaux, se demander, être sûr, ok, est-ce que c'est la bonne sortie? Bref, donc je serais ravi de tester une Tesla à l'occasion dans ce genre de conditions. Je vais revenir rapidement sur 2 vidéos qui sont un peu anciennes. Donc la première, c'était le lavage. Un peu avant de partir en congé, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment ça se passait, mes sessions de lavage. Je l'ai fait sans être 100% sûr que ce soit utile ou pas. Bon, je me suis dit, de toute façon, je vais la laver, autant le prendre en vidéo et le partager avec vous. Et je pense que j'ai bien fait, parce que d'une, ça va peut-être donner des idées à certains, et de deux, surtout, il y a certains d'entre vous qui m'ont fait des commentaires qui me sont utiles. Et d'ailleurs, depuis, je suis retourné voir Robert Comes, celui qui m'a fait le traitement céramique, et il m'a donné un flacon d'échantillon alors je crois que c'était le C2V3 que Patrice Lelanne me conseillait, et on va voir d'ici quelques semaines quand j'utiliserai ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait être assez sympa, et même les autres conseils que vous m'avez donnés, je pense qu'ils sont tous très bien, donc merci à vous. Et je pense que je vais essayer de continuer de partager des choses comme ça qui peuvent sembler anodines, mais finalement qui d'une peuvent vous permettre de réagir, et de deux peuvent donner des idées à d'autres personnes qui sont dans des cas similaires que moi. Retour aussi sur la partie vidéo sur la climatisation. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un petit manque du côté de la climatisation, c'est le fait de ne pas pouvoir désactiver complètement et facilement un côté ou l'autre de la climatisation. Ça aurait été super sympa de pouvoir dire, ok, à droite, je veux coupler complètement la climatisation et je veux que tout soit basculé à gauche. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Je sais réorienter le flux. On a l'outil qui permet de le faire ici. Donc on peut réorienter le flux, mais c'est pas aussi efficace que si on pouvait juste couper complètement la climatisation d'un côté. Mais je pense que ça pourra éventuellement s'améliorer avec le temps. Autre chose, je voulais revenir sur la consommation vampire. Donc j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, mais je voulais juste compléter sur un test que j'ai fait. C'était courant juin, il me semble, peut-être à la fin du mois de juin, où j'ai laissé la voiture garée toute la journée. Alors il se trouve que c'était en Normandie, on n'était pas dans le sud, mais c'était une belle journée bien ensoleillée, pour voir si en la garant au soleil dans ces conditions, le système de refroidissement de la Model 3 se mettrait en route tout seul, sans que je l'aie demandé, et consommerait de la batterie. Et dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Alors, je ne me rappelle pas de la température à la fin du test, mais elle était relativement élevée. Je crois que on devait être dans les peut-être 49, entre 45 et 49 degrés à l'intérieur de l'habitacle. Et malgré ça, en laissant la voiture stationnée pendant 6 heures au soleil, j'ai pas perdu un seul kilomètre d'autonomie.
Donc j'ai bien entendu que à ce moment-là, la ventilation, le refroidissement s'était pas mis en route. Dans d'autres cas, peut-être que ça va se mettre en route. Mais voilà, je continuerai à faire quelques essais pour voir comment ça se comporte. Mais encore une fois, moi pour l'instant, j'ai aucun problème de consommation vampire. Si ce n'est l'utilisation du mode du Sentry Mode, le mode Sentinelle, qui permet de détecter s'il n'y a pas de dégradation sur le véhicule quand je le laisse stationner. Alors ça par contre oui, c'est vrai que ça consomme, mais c'est une fonction, et donc soit on veut la fonction, on la prend et donc du coup on consomme, soit ça ne nous intéresse pas, on les active et on est tranquille. Quelques actualités à partager avec vous. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. La première news que j'ai vue, c'était sur un professionnel au Canada qui faisait des remplacements de batteries sur des Nissan Leaf V1. Donc c'est des Nissan Leaf qui étaient livrés à la base avec des batteries de 24 kWh et qui proposaient de changer vers des modèles 40 kWh. Donc je trouve que c'est génial. Typiquement Renault avec la Zoé a proposé ça au début. Alors je ne sais pas si c'est toujours applicable, si c'est toujours possible de le faire, n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires. Mais je trouvais que c'était bien, que c'était responsable, ça permettait de prolonger l'usage des voitures électriques et de montrer que c'est pas juste du consommable qu'on va jeter dès qu'il y aura un problème de technologie de batterie ou juste de batterie usée. Donc je trouvais ça intelligent de la part de Renault, mais je crois que ça a été un peu compliqué pour eux de le mettre en place. Alors est-ce que c'est dû à la réglementation en France? Peut-être. Toujours est-il que je crois que Renault, ce sont les seuls à l'avoir mis en avant et à l'avoir fait, l'avoir réalisé. Nissan l'a jamais mis en avant et s'engage pas du tout sur cette voie-là. Et que des indépendants au Canada aient pu réussir à faire ça, je trouve que c'est exceptionnel. Et j'espère qu'avec le temps, dans l'électrique, il y aura de plus en plus d'initiatives privées pour faire ce genre de choses, parce que c'est ce qui permettra d'emmener les véhicules très loin. S'il y a des indépendants qui sont capables de nous aider à prendre soin de nos batteries, les faire évoluer de technologie ou juste de les remplacer quand elles sont trop usées, ce sera top et qu'on ne soit pas uniquement lié au constructeur. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une super nouvelle. L'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est le rapport sécurité de Tesla. Ils en font régulièrement. À la base, c'était plutôt pour montrer tout ce qui se passait sur la technologie autopilote, parce qu'on entend souvent parler quand il y a des problèmes dans les médias. Mais les réactions qu'on peut avoir dans les médias peuvent être un peu... je dirais pas forcément objectives et on n'a pas toutes les infos. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ensemble un rapport qui donne les infos sur les performances des véhicules Tesla par rapport à ce qui se passe dans les véhicules généralistes. Donc ils comparent à chaque fois ce qui se passe avec les Tesla et ce qui se passe sur l'ensemble des marques sur les routes américaines. Et il en sort que les véhicules qui sont dotés de la conduite autonome de chez Tesla font moins d'accidents, ont moins de problèmes sur la route que les véhicules standards. Et même les Tesla, quand elles sont en mode autopilote, elles font moins d'accidents que quand les utilisateurs les utilisent de manière manuelle. Alors c'est sûrement un peu biaisé, hein. Faut toujours regarder entre les lignes, il ne faut pas juste regarder ça en se disant ah c'est Saint Elon qui a parlé, on peut croire tout ce qu'il dit. Faut être un peu plus critique et aussi se dire que quand les gens activent l'autopilote, souvent ils sont sur des voies du type autoroute où par essence il y a moins de risques, donc il faut bien le garder en tête. Mais n'empêche, même une fois qu'on a mis ça de côté, ça reste quand même très intéressant et très important. Et dans la dernière version du rapport de sécurité, il parle aussi des départs de feu. Et je pense que ce sera intéressant de voir à travers le temps comment ça évolue. Donc c'est pas juste l'info à l'instant précis qui dit selon eux que les Tesla prennent moins le feu que des véhicules thermiques standards, mais ce sera intéressant de voir à travers le temps et notamment la vente de toutes les modèles 3 qui arrivent sur le marché, comment ça évolue. Est-ce que ça évolue plutôt à la hausse ou à la baisse? Donc j'attends de voir ce que ça donnera pour les quelques prochains rapports. Autre chose très importante, on a la prochaine version logicielle, la grosse mise à jour qui va arriver, la version 10. Elle sera déjà accessible à ceux qui font partie du programme, on va dire, pour faire partie des bêta-testeurs, donc ceux qui seront les premiers à recevoir les innovations.
Donc plus en plus on verra sûrement de vidéos sur YouTube, sur internet. Mais on a déjà pu voir une vidéo assez intéressante, je vais aussi mettre le lien, sur un utilisateur qui a les capacités entièrement autonomes il a le dernier hardware sur sa Tesla, et on voit comment elle se comporte dans certains cas. Et moi, pour connaître aujourd'hui le mode autopilote et de voir qu'est-ce que ça permet avec ce nouveau hardware, je trouve ça très intéressant. Donc il y a quelques petits cas d'école qui seront intéressants à voir, et ça me laisse penser que ils ont du lourd à venir et qui vont a priori pas nous décevoir avec la technologie autopilote. Même si, je le répète, je pense que ça prendra du temps pour que ça corresponde parfaitement à nos routes, qui sont très différentes des routes des Américains, la signalisation et tout ce qui vient avec. Mais technologiquement, je crois qu'ils ont fait quelque chose de très bien. Pour finir cet épisode du pot pourri, je voulais parler des superchargeurs. Il y a plusieurs superchargeurs qui ont été ouverts ou agrandis dans le sud, sur les routes du sud notamment. Donc ça c'est très bien. Pour l'été, je pense que ça tombait pile au bon moment. Et il y a aussi un superchargeur qu'ils ont mis au niveau de Eurotunnel. Là, l'avantage, c'est qu'à l'endroit où ils l'ont mis, on peut attendre ensuite dans le salon, si on a pris cette formule-là, et ensuite partir tranquillement en ayant sa voiture bien chargée. Donc je pense que c'est bien qu'ils aient fait ça. Et de manière générale, l'évolution du réseau superchargeur est très intéressant. Voilà, donc ce sera tout pour cet épisode, et je vous dis à la prochaine sur Nuage Magique.